Ce que vous voyez maintenant, ce sont des grains de sable vus au microscope. Voici un autre échantillon et un autre échantillon. Comme vous voyez, les formes sont diverses et variables. Et en étudiant les formes, on peut déterminer l'origine du sable. Comme vous voyez, le sable a un diamètre de 0,05 à 2 mm. Plus petit, c'est de l'argile, plus grand, ce sont des grès. Et chaque milieu a un sable particulier. Comme vous voyez, ce sable des rivières est rond. On peut déterminer, grâce à l'étude morphoscopique qu'on a vue dans l'épisode précédent, l'origine du sable, le milieu d'origine. Ainsi, comme selon ce document que vous voyez, le sable transporté s'entrechoque avec d'autres grains de sable, mais on a pu déterminer en remontant en amont la roche-mère à l'origine de ce sable. Et ensuite, grâce à l'étude morphoscopique et à la granuloclassement, on a pu déterminer le sable, par exemple, originaire de la rivière de Sacramento, et on le compare avec la rivière de San Lorenzo. Mais il y a une insuffisance à ce modèle. Comme vous voyez, dans cette animation, on a deux échantillons qui proviennent du même milieu, un glacier. Ils empruntent deux chemins différents. Ainsi, ces deux échantillons emprunteront deux chemins différents, chemin A et chemin B. Chaque chemin est caractérisé par des milieux différents. Mais si on effectue l'échantillonnage en aval, on pourra obtenir des courbes cumulatives similaires ou identiques. On n'aura pas d'informations sur les conditions qui ont amené à la sédimentation, ni les conditions de transport, ni les milieux visités pour les deux chemins. Donc, l'étude granulométrique et morphoscopique est insuffisante. On devra se focaliser sur le mode de transport des grains, sur les conditions de transport. Les grains de sable sous le coup du vent, comme vous voyez, ne se transportent pas de la même manière s'ils sont sous l'eau. Donc, on devra étudier les figures sédimentaires et les conditions de transport. C'est ce qu'on verra dans cet épisode. En marchant à reculons à travers les processus sédimentaires, cela nous permet de restituer la carte paléogéographique, mais aussi ça nous indique comment et où rechercher les indices dans le site étudié. Mais implicitement, ça nous oblige à maîtriser les processus amenant à la formation des roches sédimentaires sur le plan actuel. On a vu dans l'épisode précédent l'érosion et les processus qui lui sont relatifs. Par l'analyse granulométrique et l'analyse morphoscopique. Maintenant, nous devrons nous focaliser sur le transport surtout, car il faut déterminer l'agent responsable du transport des sédiments et son impact sur les sédiments. Et quoi de mieux pour étudier le transport que l'étude des figures de sédimentation ou les structures sédimentaires. Comme vous voyez dans la vidéo, ce sont des formes particulières présentes dans les roches ou dans le relief topographique d'un site et qui réunit les traits et organisations résultant d'un dépôt ou d'un transport de matériaux, soit de décantation à partir des eaux de surface ou soit apportées par le vent. L'étude qui ont amené à la condition de la formation de ces structures in situ, c'est-à-dire dans le site, nous permet de reconstituer les conditions qui régnaient lors de leur genèse. En effet, on distingue deux types de structures sédimentaires. Le premier type de figures, ce sont les figures synsédimentaires. Observez cette animation. Les figures se forment avec le transport et la sédimentation en même temps. Il y a le deuxième type de figure, c'est lorsqu'ils se forment après la sédimentation. Donc, après le transport et décantation des grains, il y a un nouveau courant porteur qui déforme ou forme de nouvelles figures sédimentaires qu'on appelle figures post-sédimentaires. Ainsi, on peut avoir plusieurs structures et figures sédimentaires. On peut avoir par exemple des rides sur les roches. Elles peuvent être lignoïdes ou superficielles. Chacune indique un agent de transport différent.
On peut avoir des fonds de dessiccation, comme le montrent les images. Mais aussi on peut avoir des marques de ruissellement qui indiquent un milieu littoral et côtier. On peut aussi avoir des traces d'animaux pétrifiés. Et selon le type d'animal, on peut déduire le milieu. Est-ce que c'est un milieu continental, marin ou autre? Observez ces traces d'animaux qui indiquent vraisemblablement des animaux ayant disparu. Maintenant, retournons au modèle démontrant l'insuffisance des études de l'épisode précédent. Comment peut-on obtenir les informations qui nous ont échappé par la méthode du granuloclassement et la morphoscopie, c'est-à-dire l'intensité du courant porteur par exemple, ou les conditions qui ont amené à la sédimentation? Tout simplement en comparant les figures sédimentaires modernes et les conditions de leur formation avec les anciennes figures sédimentaires. Je vous explique. Prenons par exemple une figure bien célèbre, les fonds de dessiccation. On connaît qu'elle est caractéristique des milieux lacustres. Mais comment on sait cette information? Vous observez un atelier de géologues ou de géomorphologues. Ils ont préparé plusieurs types de boues avec des caractéristiques chimiques bien différentes et ils l'ont mis dans des fours selon des conditions bien spécifiques. Observez la formation des fonds de dessiccation. Donc, à partir des études expérimentales, on peut restituer certaines figures sédimentaires et ainsi obtenir des modèles qui expliquent la formation de ces structures. Observez, pour les fonds de dessiccation, suite à des précipitations ou à l'élévation du niveau de lacustre, les sols sont imbibés d'eau, donc sont saturés en eau. Suite à des changements climatiques, il y a ensoleillement, puis évaporation de l'eau contenue dans ces éléments détritiques. Ainsi, il y a réduction de la taille de ces éléments et formation de craquements. On peut déterminer ceci, que au début, il y a évaporation. Puis, au début, il y a évaporation. Donc, suite à l'évaporation de l'eau, les sédiments se rétrécissent. Puis, il y a solidification des anciens éléments qui se durcissent. Ainsi, il laisse des petits chemins où les éléments charriés ou transportés, les nouveaux éléments sédimentaires charriés ou transportés, vont se placer aux interstices. Puis, à la fin, il y a diagénèse, solidification du tout. Solidification du tout, ce qui nous donne des formes de fonds de dessiccation bien caractéristiques d'un milieu lacustre. On peut aussi comparer les conditions de formation de certaines figures sédimentaires actuellement dans la nature et établir aussi des modèles. Observez ces courants d'eau peu profonds au littoral. Ils forment des ondulations presque symétriques, similaires aux rides superficielles. On peut déduire que les rides superficielles aux ripple marks sont des conséquences de ces courants peu profonds. Observez le modèle suivant. On a donc une déformation superficielle du substrat au faible charriage des éléments du fond qui nous permet d'obtenir des ondulations symétriques à amplitude identique. Lors de la solidification du tout, on obtient ce qu'on appelle les ripple marks ou les rides superficielles solidifiées dans des roches sédimentaires. Bien sûr, pour obtenir des résultats bien plus tenables scientifiquement et pour éviter toute confusion ou des conclusions ad hoc, les géologues ont recours à des machines ou des simulateurs de mouvements de vagues pour obtenir des informations mesurables et répétitives pour obtenir les informations sur les conditions qui amènent à la formation de certaines structures. Comme vous voyez ici, le mouvement de l'eau provoque des rides superficielles. On peut effectuer le même dispositif pour toutes sortes de figures sédimentaires. Observez, avec chaque variation de profondeur de l'eau et de la vitesse du courant, on observe une formation bien précise et caractéristique liée à cette vitesse. Donc on peut d'ores et déjà établir un lien de causalité ou au moins de corrélation entre l'étude des figures sédimentaires
et l'intensité ou la vitesse du courant du transport. Maintenant, qu'en est-il de la taille des éléments? Donc, en étudiant les figures sédimentaires, on a une petite idée sur l'intensité et la vitesse du courant et les différents milieux où se sont formées ces dites figures. Mais qu'en est-il sur l'intervention de un ou plusieurs agents de transport, les conditions qui ont amené à la sédimentation, et comment peut-on les lier à la taille des grains? Eh bien, on peut utiliser le protocole expérimental ou la manipulation dite de la gouttière. Son principe est simple. Comme vous voyez dans la figure, on a une gouttière plate qui est attachée à un support à hauteur variable. On applique un mélange de sédiments et on verse de l'eau sur ces sédiments et on mesure tout simplement la quantité des éléments transportés selon leur taille. Une application réelle de cette manipulation est projetée maintenant dans la vidéo. Observez. Comme vous voyez, lorsque le débit de l'eau est faible, seules les particules les plus fines ont été transportées dans la gouttière. Tout en augmentant le débit, des particules bien plus grossières, de taille bien plus importante, sont transportées. À la fin, les particules trop lourdes restent et des comptes ne sont pas transportés. En classe, on peut déterminer l'impact de la taille des grains et des sédiments en étudiant tout simplement la vitesse de décompression. En faisant passer du sable par un entonnoir sur un verre d'eau et en chronométrant le temps que ces grains de sable mettent pour se déposer au fond du verre. Observez, le sable fin, mais un petit peu beaucoup plus de temps. On peut aussi utiliser un aquarium pour simuler le transport et l'impact des agents du transport selon la taille des grains des sédiments. Observez, on a un aquarium usagé, très ancien, comme vous voyez. Les aléas de la classe sont ce qu'ils sont, sur lequel on a déposé un groupe hétérogène de sédiments de tailles différentes et de provenance hétéroclite. On a pris 4 échantillons pris par les élèves de la classe, soit du sable fin, du grès, des cailloux, mais aussi de l'argile. Et on va calculer la vitesse ou la distance de dispersion à partir du point initial de départ. Vous savez, les élèves vont incliner l'aquarium, vont augmenter l'auteur de l'inclinaison et on va rajouter 1 litre d'eau pour déterminer comment ces grains des sédiments hétéroclités, hétérogènes, vont se déplacer. Observez, on a des cailloux et des grains de taille grossière. On va tous les déposer au même point de départ, au même endroit. Puis on va rajouter 1 litre d'eau pour voir leur mode de déplacement. Observez, maintenant on rajoute du grès au début. Les élèves inclinent l'aquarium. Puis on rajoute des cailloux dans le même endroit. C'est fait. Puis on va rajouter le sable fin. Observez le sable fin. Dès qu'on le déverse dans l'aquarium, il se déplace avec le moindre remous. Parce qu'il est de taille plus fine, le moindre remous le transporte. Il est déjà en suspension. Puis on a rajouté de l'argile. On a rajouté de l'argile sur le mélange pour voir. L'argile est de taille plus fine que le sable précédent. Pour voir comment il va se déplacer. Maintenant, le mélange est prêt. On va tout simplement
rajouter le litre d'eau et on va commencer à incliner. On ramasse un peu d'argile qui reste, de la paillasse, puis on déverse le litre d'eau. Observez ce qui se passe dès qu'on déverse. L'argile est déjà en suspension. L'eau devient plus turbide car l'argile est en suspension. Mais les cailloux et les grains plus grossiers ne se déplacent pas rapidement. Il faut que les élèves fassent des remous pour qu'une partie fine des gros cailloux se déplace. Observez les remous. Observez les remous. Malgré ça, peu de grès et de cailloux se sont déplacés. Ils sont restés quasiment sur le même endroit. Tandis que l'argile et le sable ont rendu l'eau turbide et car ils sont en suspension. Donc, dans une situation donnée, les sédiments soumis à un courant à vitesse variable et selon leur taille vont se déplacer de manière bien différente, comme le montre cette animation. Selon la taille des grains, on a des forces, une somme de forces bien différentes. Dans cette animation, on décrit un mode de mouvement dit de saltation. La vitesse du courant porteur de l'agent du transport varie dans la nature selon la topographie et le relief, comme vous voyez ici dans le canyon. À chaque partie correspond une vitesse du courant d'eau. Ainsi, comme démontre cette simulation, un courant d'eau sur un plan incliné sera beaucoup plus torrentiel, beaucoup plus intense que sur un courant d'eau sur une inclinaison bien moins raide, qui formera des méandres. Mais ça dépend aussi des conditions climatiques. Par exemple, lorsqu'il fait beau, on n'aura pas la même intensité du courant que lorsqu'il s'agit de mousson ou de pluie torrentielle. Mais ça aussi, ça nous permet de poser une problématique. Durant tout le long de la leçon, on a fait une distinction entre agent d'érosion, agent de transport et agent de sédimentation. Or, ce sont les mêmes agents qui agissent dans un cas ou dans un autre. Comment pouvons-nous décrire le rôle de cet agent? Quand est-ce qu'il va jouer le rôle d'érosion? Quand est-ce qu'il va jouer le rôle de transport? Ou va contribuer à la sédimentation? Et comment il va influencer le mouvement des éléments sédimentaires selon la géographie du milieu? Dans ce cas, on devra faire une petite digression vers la physique et surtout la mécanique. Bon, une brève définition. La mécanique se compose de deux parties essentielles. La cinématique, qui étudie le mouvement et le décrit mathématiquement, comme on voit un mouvement maintenant rectiligne et uniforme. Mais aussi il y a la dynamique, qui étudie le rapport entre le mouvement et les forces qui le produisent. Ainsi, la somme des forces opposées, on obtient une force résultante qui va déterminer le mouvement. Maintenant, en appliquant ça sur le domaine du transport et de la sédimentation et de l'érosion, on étudiera ce qu'on appelle la dynamique des agents de transport. Observez cette simulation. Dans cette figure, on a plusieurs éléments de tailles diverses qui se déplacent de manière différente. Soumis à un courant à une vitesse constante, on a le premier élément qui va glisser, le second qui va faire un mouvement de saltation, le troisième va faire un mouvement de roulement sur le fond, comme un charriage, et à la fin, les éléments les plus fins vont rester en suspension au gré du courant. Donc, selon leur poids et selon la somme des forces, on a 4 types de mouvements. Donc, soumis à un courant constant et unidirectionnel, le mouvement des sédiments varie selon leur taille. Or, le courant n'est jamais uniforme et à vitesse constante dans la nature.
Le cas le plus représentatif, c'est les méandres des rivières, comme vous voyez dans cette maquette. Au même endroit, on peut avoir un courant à vitesse variable selon les rebords des méandres. Comme le montre cette animation, vous le voyez maintenant, dans le cas des virages dans les méandres, on a un courant qui a la même direction, mais l'eau coule plus vite à l'extérieur du virage qu'à l'intérieur. Donc l'eau agira comme un agent d'érosion, sur les parois extérieures des méandres, parce qu'elle est à vitesse élevée, tandis qu'elle va contribuer à la sédimentation au côté inférieur du virage. Cela nous donnera des plages. Donc elle agira comme un agent de sédimentation, car la vitesse était faible. Mais au plein milieu, à vitesse moyenne, donc au cœur du méandre, le débit de l'eau et sa vitesse va agir comme un agent de transport et va transporter les grains sédimentaires. Donc, en essayant de résumer toutes les expériences qu'on a faites dans cette vidéo, on a démontré l'implication de la taille des grains, mais aussi l'importance de la vitesse, qui va déterminer le rôle de l'agent. On peut résumer graphiquement tout ceci dans un graphe ou un diagramme dit de Hullstrom. Comme vous observez, ce diagramme lie la taille des grains à la vitesse du courant, et selon cette liaison, selon cette corrélation, le courant aura un rôle bien différent. Observez, prenons par exemple un sable de taille 1 mm. À une vitesse de courant de 1 cm par seconde, le courant agira comme un élément de sédimentation, va agir dans le dépôt. À 10 cm par seconde, il va agir comme un agent de transport, donc le grain de sable va être transporté, il ne va pas être déposé. Tandis qu'à 100 cm par seconde, le grain va être érodé, il va subir une érosion, donc il va être fragmenté. Ensemble, ce qu'on a vu dans cet épisode, qu'en étudiant les conditions de transport par l'étude des figures sédimentaires, on peut déterminer le milieu d'origine où s'est faite la formation de ces figures, mais aussi l'agent de transport qui est intervenu dans cette formation. Non seulement ceci, mais aussi on a pu déterminer que ces agents externes influant les sédiments ont des rôles différents selon la vitesse du courant porteur et le diamètre des grains. Ils peuvent agir comme un élément de transport, de sédimentation ou d'érosion. En plus, implicitement, on a mis en lumière l'importance d'étudier les milieux où se font la sédimentation, car ils influencent la vitesse, vous vous souvenez. Donc, nous sommes sur une piste bien prometteuse pour étudier les milieux sédimentaires et leur géographie actuelle, afin de déterminer les conditions de sédimentation dans des temps anciens. Mais ceci sera une autre histoire pour un autre épisode. Aujourd'hui, l'épisode se termine. Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. La précédente vidéo a déjà dépassé les 1000 vues. Au fait de certaines conditions exceptionnelles, surtout conditions de santé, j'ai pas pu filmer les vidéos dans le temps imparti, mais je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Comme d'habitude, si vous avez certaines remarques, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou dans l'espace commentaire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation.